C'est avec plaisir que nous accueillons chez Agora, Haïti Télévision, Gabriel Lebeau, que nous accueillons une deuxième fois dans le cadre d'Agora, mesdames et messieurs. Gabriel, diplômé en création littéraire et psychologique, a publié une biographie de Claude Dubois en 2017 et le roman Parti en 2018. Elle est récompensée pour 3 œuvres littéraires dont Nos ancêtres, les premiers pieds, on va en parler d'ailleurs, qui remporta la bourse d'écriture Charles Gagnon de l'UNEC. Ces 2 autres projets récipiendaires des bourses du CAC sont inspirés de ses expériences comme intervenante avec diverses clientèles, femmes sans-abri, usagers en dépendance, jeunes issus des classes spéciales et normales, enfants avec diagnostic d'autisme, etc. Alors aujourd'hui, on va parler de son livre qui vient de paraître chez les éditions Sylvain Harvey en septembre 2023, Nos ancêtres, les premiers épis que voici, mesdames et messieurs, qui a remporté la bourse, là, justement, comme je viens de dire. Un titre fascinant, Nos ancêtres, les premiers épis, de Gabriel Lebeau, mon invité d'aujourd'hui. Rebonjour, bonjour Gabriel. Bonjour et merci de me recevoir une deuxième fois 5 ans plus tard. C'est ça, oui, après 5 années plus tard, toute pleine. Mais là, regardez là, j'ai les mains pleines, beaucoup de livres, il y a beaucoup de nouveautés. Bon, on va en parler. Nos ancêtres, les premiers hippies, publiés aux éditions Sylvain Harvey, un livre phare qu'on peut voir aussi comme une réaction à l'effacement des histoires ou de l'histoire des Québécois, où on parle d'une amnésie d'une nation privée d'identité. Enfin, d'abord, une question générale à propos du titre. En quoi les premiers ancêtres étaient des hippies? Parce que ce terme-là, on le trouve parfois dans la musique ou des gens qui sont marginaux, mais je vais te laisser nous expliquer le titre. En quoi ces ancêtres étaient des hippies? Oui, donc évidemment, ce n'est pas tous nos ancêtres, mais c'est certains de nos ancêtres qui l'étaient. Puis, dans ce livre-là, ce que j'invite les lecteurs à faire, c'est de s'intéresser aux bons modèles qu'on a pour être de meilleures personnes. Ça nous aide d'avoir des bons modèles de personnes qui ont fait preuve. Et là, c'est là qu'il y a le parallèle avec le courant hippie. Oui. C'était certaines caractéristiques et la recherche de certaines valeurs à travers le voyage, par exemple, qu'il y avait dans le courant hippie. Je vais te répondre avec des petits extraits directement, puisque c'est tout bien compilé ici. Oui, ben je vois, c'est très détaillé, c'est très professionnel. De recherche. Donc, qu'est-ce que ces ancêtres-là auxquels je m'intéresse, ces personnages-là de notre histoire avaient comme les hippies? On va parler du trait d'ouverture, du principe d'enculturation et d'une approche anthropologique. Donc, c'est pas un livre savant, c'est un livre abordable, mais le début du livre, on discute beaucoup des termes un peu plus scientifiques. Donc, qu'est-ce que c'est l'enculturation? Parce que c'est un terme que moi-même j'ai appris à l'UQAM dans des cours sur les cosmologies autochtones. On nomme enculturation ce que recherche l'anthropologue, l'emprunt actif à une culture à travers l'éducation par un adulte qui a déjà un bagage culturel. Cet essai est tissé des récits d'hommes et de femmes qui firent preuve de réflexivité et qui acceptèrent de vivre l'enculturation. Ces voyageurs du 17e siècle, comme les hippies et plusieurs voyageurs modernes, firent preuve d'une approche intuitivement anthropologique ou d'ouverture. L'ouverture en psychologie, donc c'est un trait, quand on parle des facteurs de la personnalité, le trait d'ouverture varie énormément d'un individu à l'autre et pourrait bien déterminer le dénouement décrit par Alfred Schutz. Lors de son arrivée, l'étranger est néanmoins sur le point de se transformer lui-même de spectateur non concerné en un membre possible du nouveau groupe. Donc, par exemple, dans cet essai, je m'intéressais à un jésuite, le jeune, qui arrive en Amérique, évidemment, avec une mission d'assimilation, puis qui se met à écrire des pages et des pages sur ce qu'il observe, puis qui est toujours en train de douter, mais qui est-ce qui a raison, en fait, parce qu'il apprécie beaucoup ce qu'il voit. Donc, il remet en question son propre héritage culturel. Puis c'est ça, le parallèle qui est tracé avec les hippies qui voyageaient sur la route hippie pour accumuler certaines valeurs. Puis, il y a des valeurs que j'ai identifiées et chaque chapitre correspond à une valeur où on va aller voir des récits des personnages dans les nations autochtones qui étaient, par exemple,
des valeurs qu'on revoit dans le courant hippie. Exactement. Puis, vous avez privilégié, vous l'avez dit au début, hein, vous avez privilégié les textes autobiographiques, l'anthropologie, dans le but éventuellement de parler de l'ancrage de l'identité québécoise, justement, voire même de la personnalité québécoise à travers les temps, à travers les fréquentations. Est-ce que le corpus documentaire était, je veux dire, assez suffisant pour opérer des approches comparatistes entre Européens et Autochtones? Donc, c'est très difficile. Dans le fond, moi, j'avais comme objectif dans cette recherche de lire tout. Oui. Tout ce qui s'est écrit. Tout ce qu'il y a, oui. Donc, ce qui s'est écrit, évidemment, ce sera européen puisque les traditions autochtones étaient orales. Donc, j'ai essayé de tout parcourir ce que j'ai pu trouver. Puis, puisque mon objectif, c'était de décrire à travers les yeux de ces personnages-là qui étaient plus ouverts, comme on a dit, qu'est-ce qu'eux, ils observaient? C'était soit des personnes qui écrivaient eux-mêmes ou ça pouvait être quelqu'un qui écrivait sur, par exemple, les coureurs des bois qu'ils rencontraient qui étaient en train de prier aux pierres au lieu de ces prières catholiques. Oui. Donc, cette personne-là qui était consternée, mais qu'est-ce qu'il fait? Il écrivait un rapport au roi, par exemple, ou les jésuites, comme je disais, le jeune qui écrivait énormément, il faisait beaucoup de rapports. Donc, il y a des sources comme ça écrites. Puis, par exemple, quand je trouvais des sources qui décrivaient les loges à suer, les sweat lodges, les rituels autochtones de différentes nations, j'ai cherché des sources modernes écrites par des personnes des Premières Nations ou même des États-Unis parce que parfois c'était les mêmes rituels ou semblables. Donc, je cherchais des sources écrites pour obtenir des descriptions plus précises puis pouvoir complémenter, puis valider. Les mettre justement d'ailleurs, c'est ce qui est remarqué. On voit qu'il y a une documentation au niveau des sources et des références. On va rebondir, mesdames et messieurs, sur le livre et on va le faire après la pause. J'accueille Gabriel Lebeau qui a écrit ce livre très intéressant. Cet essai, Nos ancêtres, les premiers hippies, publié aux éditions Sylvain Harvey. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, j'accueille Gabriel Lebeau. Elle est avec nous une deuxième fois chez Agora, à ICI Télévision. Bon, on parle culture autochtone, mais là, le titre, il est fascinant. Regardez, Nos ancêtres, les premiers hippies, c'est un livre qui a été récipiendaire d'une bourse. La bourse Charles Gagnon, Là, on va enchaîner. Il y a plusieurs essayistes, vous êtes référés à plusieurs. Il y a un travail de fond. Les chapitres sont courts et accessibles. Je me réfère à l'historien et sociologue Denis Delage qui dit ceci dans l'ouvrage « Les pays renversés, Amérindiens européens en Amérique du Nord, 1600-1664 ». Les Européens n'ont pas découvert mais conquis l'Amérique. Son peuplement remonte à plus de 40 000 ans. Et l'occupation de la partie nord, est, a suivi il y a environ 10 000 ans le recul de la dernière glaciation. Est-ce que c'est cela qui explique justement l'échec de l'assimilation? Donc, est-ce que c'est ça? Moi, je ne sais pas exactement tout ce qui explique, mais évidemment, je ne veux pas m'attarder aux raisons pour lesquelles l'assimilation a échoué, puisque l'assimilation, pour moi, n'est pas quelque chose de valeureux. C'est ça. Mais, voilà. En fait, je crois qu'il y a vraiment une question où quand on a comparé deux cultures, les personnes qui l'ont expérimenté sont allées vers l'une des deux cultures. Ben, tu sais, là, on généralise l'autochtone européen, évidemment, mais c'était très intéressant de voir que autant les Autochtones voulaient demeurer autochtones après avoir visité la France, par exemple, et les châteaux, autant les Français dont je parle dans cet ouvrage ont visité les nations autochtones et ont dit, ben finalement, moi, j'aime ça par ici, puis je veux pas revenir. Je veux rester là-bas. Là. Voilà. Donc, j'avais un petit extrait qui parlait un peu de ce phénomène-là, en fait. Puis, juste avant l'extrait, je voulais juste rebondir sur le fait que je me demande si l'assimilation a fonctionné quelque part vraiment dans le monde ou est-ce qu'on ne parle pas plutôt de génocide? Génocide, oui. En fait. Et puis, c'est souvent les peuples qui en parlent plutôt que les gouvernements parce que mettre en valeur un génocide, c'est juste dire qu'il y avait une injustice quelque part. C'est souvent les peuples qui en font référence.
Mhm. Et c'est que puisque l'assimilation n'a pas fonctionné, comme le gouvernement canadien a essayé d'exterminer complètement On les gens parle d'extermination, par des exact. méthodes horribles. Oui. Donc voilà, petit extrait. Au cours de ses voyages au milieu du 18e siècle, Percom détaille ses observations par écrit. Percom, c'était un spécialiste de l'histoire naturelle de l'Amérique du Nord. Euh, il écrit: mais ils ont trouvé le mode de vie indépendant propre aux sauvages. Et là, évidemment, au début du livre, on parle pourquoi sauvage, qui vient de salvia, de la forêt, Oui, c'est est détaillé, devenu oui. une connotation très négative. Moi, je l'ai gardé juste dans les citations. Donc, pourquoi ce mode de vie préférable à celui des Européens? Ils ont adopté, là, on parle des Indiens blancs, donc de Oui. ces hippies du 17e siècle. Ils ont adopté les vêtements indigènes et se sont conformés en tout aux sauvages, au point qu'il est difficile de les en distinguer, si ce n'est qu'ils ont la peau et le teint légèrement plus blancs. Percom souligne qu'une telle conversion a été observée chez les Français aussi, mais jamais chez les Autochtones. Il écrit: on connaît également plusieurs exemples de Français qui ont volontairement épousé des femmes indigènes et ont adopté leur mode de vie. Par contre, on n'a pas d'exemple qu'un sauvage se soit uni à une Européenne et ait pris sa façon de vivre. S'il lui arrive d'être fait prisonnier par les Européens au cours d'une guerre, il cherche toujours une occasion, au contraire, de retourner chez lui, même s'il a été retenu plusieurs années et a bénéficié de toutes les libertés dont un Européen peut jouir. Et au Oui. contraire, on a dans un exemple ici Guillaume Couture, Mhm. qui est dans mon arbre généalogique, comme dans celui de beaucoup de Québécois, qui avait été capturé par les Iroquois et qui a décidé de rester. Ah, Donc, donc c'est un choix fait à ce niveau, donc de exactement. pouvoir rester. On va rester dans ce contexte, Gabriel. Oui. Les cosmologies autochtones, qui selon Luagran, j'espère que je prononce bien, Oui. rapporte dans son essai que les traditions autochtones ont épousé la sphère religieuse et les autres institutions telles que art, politique, etc. C'était quoi les points En fait, c'est que quand on parle... d'intersection entre préceptes religieux Ouais. et cosmologie autochtone, justement? Quand on parle des spiritualités Oui, des Premières Nations, par exemple, ou peuple inuit, on parle de cosmologie oui, au lieu de religion. Les religions, comme on pense aux religions monothéistes, par exemple, qui sont très rigides. Quand on parle de cosmologie, on place... J'ai un petit extrait oui, de Logrand. Placer en exergue la corporalité pour intégrer de nombreuses c'est entités, ça, des entités non humaines sous la forme d'ancêtres, d'esprits, c'est d'âmes, ça. de clans, C'est plus de les spiritualité, hein? animaux, la Mhm, nature. mhm. Donc, c'est plus aussi en mouvement. Oui, C'est le terme qu'on utilise et que j'ai utilisé dans ce livre-là pour parler des spiritualités autochtones. très bien, parfait. Euh, J'aimerais qu'on se réfère à ce chapitre qui est très intéressant, page 193, qui s'intitule Massacre et métissage. Le Québécois, il est dit que la cohabitation entre les ancêtres français et les autochtones ont tissé cette identité franco-canadienne. Là, je rapporte ce qui est écrit. Mhm. Mais en parallèle, on parle souvent de Québécois pur laine ou non pur laine. Comment faudrait-il comprendre ça et assimiler ça à ton point de vue, Gabriel? Ouais. Donc, moi, je suis québécoise Oui, voilà. et chaque fois que quelqu'un me dit, moi, je suis québécois pur laine ou, tu sais, je Oui. suis comme, mais qu'est-ce que c'est être québécois? Je me suis toujours posé la question parce que je sentais un grand vide d'identité. Hmm. Donc, justement, histoire non racontée ou pas de modèle. Euh, donc, qu'est-ce que c'est être québécois? Il y a eu tellement d'immigration précoce que ce soit, on est tous un peu mélangés, là. Comme j'ai fait mon ADN, j'étais comme, wow! Ouais. Un peu de Nord d'Europe, un peu de péninsule ibérique, un Oui, peu exact. de tout. Et un peu d'Autochtones aussi. Euh, Là, ici, je me concentre sur la partie qui est ce qui nous provient des Premières Nations, de l'occupation du territoire, de Oui. la collaboration, des Mhm. échanges sanguins, culturels. Donc, j'ai un petit extrait pour toi à ce Oui, sujet, allez-y. qui était, c'est une citation de Denis Delard, là, qui est un grand historien. Euh, la proximité des Autochtones fut déterminante dans la construction identitaire de notre société, puis c'est ce que je veux valoriser avec ce livre-là, qu'on s'intéresse vraiment Voilà, OK. et qu'on éduque les personnes à ce sujet-là. Donc, l'extrait. Les transferts culturels d'origine amérindienne servent à identifier les colons vis-à-vis des métropolitains, ceux métropolitains de la France. Ceux que l'aviron mène en haut, ceux qui s'embusquent derrière les arbres pour la guérilla, ceux qui pêchent et chassent l'hiver, ceux qui fabriquent le sucre du pays, ceux qui connaissent des Amérindiens, qui trafiquent, trinquent et fument avec eux, ceux qui les craignent et les envient, ceux qui en causent, ce sont les Canadiens ou les Acadiens par opposition aux Français.
c'est qu'à un moment donné, quand ils ont commencé à s'appeler Acadiens ou Canadiens, c'est qu'à un moment donné, il y a eu vraiment une différence entre les Français qui arrivaient d'Europe et les Français qui étaient sur le territoire et qui avaient échangé avec les Autochtones. Oui. Puis ça, c'était devenu un peuple complètement différent. Oui, donc et cette différence, c'est ce qui caractérise, c'est ce qui a toujours souvent caractérisé le peuple québécois, justement, au Québec, au Canada. Une pause, mesdames et messieurs, on revient dans les prochaines minutes. De retour avec vous, chez Agora, ici Télévision, nos ancêtres, les premiers hippies, édition Sylvain Harvey, mesdames et messieurs. Gabrielle Lebeau est mon invitée d'aujourd'hui. Elle est l'auteure de ce livre. On va parler de ce rapport final. Vous avez parlé de ça dans le livre de la Commission de vérité et réconciliation du Canada qui rapporte ceci. L'éducation doit combler les lacunes en matière de connaissances historiques qui perpétuent l'ignorance et le racisme. Les Canadiens doivent comprendre l'histoire et l'héritage des pensionnats. C'est quoi votre commentaire sur ce... Des pensionnats, mais non seulement. Mais non seulement. Parce que, justement, ben c'est ça. Donc, l'éducation, qu'est-ce qu'il y a dans nos manuels scolaires? C'était un peu ce que j'essayais de faire avec cet essai de une complémentarité, en fait. De compléter ce qu'il n'y a pas dans les manuels. Exactement, parce que mon éducation ne m'a pas du tout appris ce qui s'est passé, autant le bien que le mal. Donc, c'est ça, pas juste les pensionnats, les 60s couples, les enfants qui ont été enlevés dans les années 60, les stérilisations des femmes autochtones, au moins jusqu'en 2019, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Il y en a tellement, la crise d'Oka, il y en a tellement des abus. Oui, je lisais un livre qui s'appelle Decolonize Canada, qui raconte beaucoup de démarches par les peuples cris de l'Ouest contre le gouvernement canadien. Donc, il y a tellement de choses à apprendre et les manuels scolaires sont toujours écrits par le vainqueur. Oui, jamais par le vaincu. Voilà. Comme le cinéma, le héros, c'est jamais le vaincu, mais le vainqueur. Donc, si on pouvait inviter des personnes des Premières Nations, par exemple, à écrire nos manuels scolaires, ben, ce serait assez intéressant. Pour s'expliquer. Que souhaiteriez-vous que le gouvernement entreprenne en guise de stratégie, de démarche pour le rapprochement entre les Autochtones et les Québécois et les Canadiens? Oui, bien, c'est intéressant parce que samedi dernier, qui était la journée de la réconciliation, ça a donné que je suis allée à Kahnawake pour un atelier sur les plantes. Mais c'était bien de pouvoir parler à des personnes de la réserve qui ils vont dire, ben ouais, ils parlent de réconciliation, mais c'est comme c'est comme quelqu'un a défoncé ta voiture, puis il dit « Ah, je suis désolé, mais il n'a pas encore réparé ta voiture. » Puis, parce qu'il y a une suite à tout, là. Oui, donc c'est vraiment ce qui est fait jusqu'à présent, c'est pas suffisant. Donc, non seulement l'éducation du peuple, parce qu'il y a énormément de racisme de la part des Québécois ou autres qui habitent le Canada. Donc, l'éducation, des initiatives financières, bien, évidemment, le dédommagement, mais des initiatives, je dirais, de collaboration dans cette entreprise. De partenariat, oui. Partenariat dans cette entreprise d'éducation, de revaloriser la culture autochtone de différentes nations. Donc, un peu comme j'essayais de faire encore à ce livre, de donner de l'intérêt pour que les gens s'intéressent et découvrent ce qu'il y a de beau. Puis, je parle de collaboration parce qu'il faut le faire, je pense, ensemble aussi. Oui. Puis, ben, ce serait super d'avoir une femme des Premières Nations comme première ministre du Canada et du Québec. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Rien de moins. Pourquoi pas? Et ça serait, je dirais, non seulement une compensation, mais quelque chose de mérité. Cette visibilité, elle est très méritée. Nos ancêtres, les premiers hippies de son auteur, Gabrielle Lebeau, mesdames et messieurs, les gens qui voudraient l'acheter. Oui, bien, c'est dans toutes les librairies depuis quelques semaines, mais la parution officielle, c'était le 30 septembre, qui était la journée de réconciliation. Qui était la journée de réconciliation, excellent. Il reste quelques minutes. J'aimerais qu'on parle de tes projets, Gabrielle. Bon, d'abord, il y a des séances dédicaces qui s'en viennent. Oui, donc si je ne me trompe pas, c'est bien le 17 novembre et le 23 novembre, mais dans des lieux différents, dans le cadre du Salon du Livre. Donc, tout ça, ça va être sur ma page Facebook, qui est Gabrielle Lebeau. Je vais les publier un peu à l'avance, là, si vous voulez me rencontrer, faire dédicacer le livre. Excellent. Il y a une séance de dédicace. Puis, nous parler de ce projet, là, 12 femmes, qui était financé par le Calque.
Oui, donc j'ai obtenu une bourse du Conseil des arts pour un projet sur les femmes sans-abri. Mhm. Je travaillais comme intervenante dans un refuge 2021, 2022 un peu aussi. Puis, donc, c'est basé sur mon expérience. C'est tout, encore une fois, très réaliste, des Mhm. histoires que j'ai entendues, que j'ai vues, mais tournées en fiction. Voilà, donc en cours d'écriture. Donc, il est en cours d'écriture, parution prochaine, 2024, si tout va 2024. bien. De toute façon, on Ça vient, prend du temps quand même. ça prend du temps. Puis, est-ce qu'il y a des projets d'écriture en cours aussi? Donc là, je me concentre sur celui-là, mais il y en a d'autres qui sont juste poussés sur le côté en attendant, puisque j'avais eu aussi un financement, partenariat territorial Oui. avec la Montérégie et le Conseil des arts pour Mhm. un projet où je suis allée dans un centre d'alphabétisation Oui, pour rencontrer maintenant des adultes qui ont fait les classes spéciales, oui. puis m'inspirer un peu de leur expérience pour écrire un roman un peu plus adolescent, Mhm. début de secondaire. Donc Mhm. ça, c'est dans le tiroir sur le côté. Qui s'en vient? Voilà. Puis sinon, ben, je viens tout juste, quand on s'était rencontrés en 2018, je revenais Oui, du Brésil, puis je oui, viens oui. juste d'apprendre que je vais y retourner pour une résidence avec le Conseil des Une arts, résidence d'écriture. voilà, à l'été prochain. Oui. Excellent. Il reste quelques secondes là. Je vais rappeler que vous avez écrit Partie. Alors, ça, c'était chez Éditions Cornac. Puis, Gabriel Lebeau a écrit aussi, chez Les Intouchables, une biographie de Claude Claude Dubois. Dubois. Donc là, maintenant, on compte 3 livres. Oui, Dans- bientôt 4. Bientôt, bientôt 4 qui s'en viennent. Alors, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez dire, justement? Peut-être à propos on parlait de réconciliation tout à l'heure, on parlait justement de rapprochement. Est-ce qu'il y a des gestes que nous autres citoyens pouvons poser, par exemple? Ben, s'éduquer, premièrement. Mhm. Personnellement, chaque fois que il y a certains livres ou documentaires que j'écoute le livre dont je parlais, Decolonize Canada, Oui, décoloniser le Canada, ça serait comme même mon rêve d'utopique finalement, d'écrire quelque chose que le Canada soit décolonisé, puis décolonisé, oui. que qu'on revienne un peu à la façon de faire peut-être Ouais, des Premières Nations au niveau de la démocratie ou bon. ouais. Donc, je pense que juste s'éduquer vraiment parce qu'il y a encore des personnes qui me parlent de la crise d'Oka puis qui pensent que c'était les Mohawks étaient violents, mais c'est parce qu'ils voulaient comme prendre leur cimetière pour Oui, construire un terrain de golf, oui. alors que maintes fois les promesses de garder le territoire des Premières Nations n'ont pas été tenues. Donc, juste écouter, Oui. lire, parce que ce ne sera pas dans nos manuels scolaires demain matin. Excellent. Donc, je vous recommande ce livre, Nos ancêtres, les premiers hippies, Gabriel Lebeau, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Merci, Gabriel, d'avoir Merci. répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30 chez Agora. Au revoir.